Bonjour à tous, bienvenue dans Security Book. Aujourd'hui, je reçois Julien Noble. Bonjour Julien. Bonjour Alexandre. Alors, vous êtes sociologue spécialisé sur les questions d'insécurité et de victimisation. Et vous venez nous présenter votre livre « Comprendre l'insécurité personnelle, le sentiment d'insécurité des jeunes dans les transports franciliens » chez RMS Éditions. Alors, c'est une étude très fouillée sur le sentiment d'insécurité. Quel était exactement votre ou vos objectifs en écrivant ce livre? Alors, il y avait plusieurs objectifs, mais si je devais en retenir qu'un dans cet ouvrage, c'est d'expliquer les mécanismes de ce sentiment d'insécurité dans les transports en commun. Pourquoi spécifiquement dans les transports en commun? Eh bien parce que justement, il y a un paradoxe qui se joue là. Ce sont les espaces, en tout cas en Île-de-France, les plus anxiogènes, et à l'inverse, on a très peu d'études qui portent sur l'insécurité personnelle dans les transports en commun. D'accord. D'où l'intérêt de mêler ces deux thématiques. Mais là, d'avoir ciblé en plus sur les jeunes. Et sur les jeunes. Eh bien, les jeunes, c'est à peu près la même histoire. C'est que les jeunes sont les grands oubliés de l'étude de l'insécurité personnelle. D'accord. Voilà. Or, et c'est ce qui est intéressant, ils sont la catégorie d'âge, enfin c'est 18-25 ans, en fait on aurait les plus jeunes, mais moi j'ai commencé avec les 18 ans, eh bien c'est la catégorie d'âge la plus inquiète dans les transports en commun. Alors on en reparlera tout à l'heure de ces chiffres. Il y a deux paramètres, la préoccupation sécuritaire et l'insécurité personnelle qui renvoie à la peur de subir un vol ou une agression sur sa personne, ses biens ou ses proches. Tout à fait. Alors on a là en fait finalement la définition de ce qu'est le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, on a pour habitude de le définir à travers deux composantes. La préoccupation sécuritaire, qui est un jugement social qui consiste à placer la délinquance au premier rang des problèmes à résoudre, et d'un autre côté, l'insécurité personnelle qui renvoie à la peur d'être victime d'un vol ou d'une agression dans différents types d'espaces, dans son quartier, à son domicile, dans les transports en commun, sur son lieu de travail. D'accord. Alors dans cette étude, on apprend quel est le moyen de transport le plus anxiogène pour les jeunes, mais en général en Île-de-France. Et pourquoi? Suspense, quel est-il? Alors, c'est le RER. D'accord. C'est le RER. Alors ça, on le sait, alors c'est pas mon travail qui a permis de déterminer ça, ce sont des enquêtes de victimation, et on en a notamment une qui est menée par l'Institut Paris Région depuis 2001, elle est menée tous les 2 ans depuis 2001. Ce sont des sondages? Alors, c'est une enquête statistique qui est menée auprès d'un échantillon représentatif de la population francilienne, auprès de 10 500 franciliens très exactement. Et ce qui est très intéressant dans cette enquête, c'est qu'on pose quelques questions sur le sentiment d'insécurité dans les transports. Et il y a quelque chose qui ressort systématiquement, c'est la hiérarchie des peurs dans les modes de transport. Et cette hiérarchie est toujours la même. Et on commence par le RER. Le RER. Alors pourquoi? Parce qu'il est toujours en panne ou en retard? Alors, ça on ne sait pas, on n'a pas de question aussi précise. En réalité, parce qu'il cumule un certain nombre de contraintes qui sont favorables à l'insécurité personnelle. Je vais vous donner les deux grandes principales. La première, dans Paris, il transite en souterrain. Tout le temps? Tout le temps. D'accord. Voilà. Ce n'est pas toujours le cas du métro? Si, justement. Pas tout le temps, mais en tout cas dans Paris, encore une fois, la grande majorité des lignes de métro sont... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que derrière le RER, le mode de transport le plus anxiogène, c'est le métro. Donc vraisemblablement, le mode de transport souterrain influe assez fortement sur l'insécurité personnelle. Mais sauf qu'à la différence du métro, le RER, il a lui une autre contrainte, c'est d'aller au fin fond de l'île de la région. Et en fin fond de l'Île-de-France, on se retrouve dans un autre contexte anxiogène, c'est l'isolement. Voilà. Lorsqu'on se retrouve dans les gares qui sont aux confins de l'Île-de-France, on se retrouve généralement tout seul. Il y a de moins en moins de monde au fur et à mesure que le train s'éloigne de Paris. Tout à fait. Moins en moins d'usagers et de moins en moins aussi de personnel des transports. J'imagine que dans ce classement, le bus est tout en bas. Alors, il est presque tout en bas. Il arrive juste après le tramway. D'accord. Mais le tramway a une situation un petit peu particulière parce que c'est le mode, en tout cas en 2001, c'était le mode de transport le moins utilisé et de loin en Île-de-France. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. Et ben voilà, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a de plus en plus, donc on voit son utilisation augmenter, le niveau de peur augmenter
avec cette utilisation. Toutefois, le tramway reste le mode de transport le moins anxiogène, donc, juste avant le bus. RER, métro numéro 2, on vient de voir des chiffres qui sont tombés récemment. Explosion de personnes dans le métro, de plus en plus nombreux. Je ne sais pas si vous avez vu ça récemment. Je crois que c'est 5 personnes, 4 ou 5 personnes par mètre carré dans le métro. Ça participe aussi à l'inquiétude, les pickpockets, etc. Tout à fait. On parlait des situations d'isolement. On a une autre situation qui est assez associée à l'insécurité personnelle. Ce sont les situations d'affluence. Et effectivement, là, il y a 2 types de craintes. On parle vraiment sur le sentiment d'insécurité parce qu'il y a d'autres émotions qui jouent, le dégoût, voilà. Mais au-delà de ces émotions-là, pour la peur d'être victime de vol et d'agression, on a 2 types d'atteintes qui sont redoutées dans les situations d'affluence, le vol sans violence et les agressions sexuelles, notamment pour les femmes. Donc ça, ce sont les 2 types d'agressions qui sont les plus craints? Dans les situations d'affluence, oui. Mais en général, sinon? Eh bien, encore une fois, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fonction des contextes sociaux qu'on va avoir, on va voir émerger des types d'atteintes qui vont être plus redoutés que d'autres. Vous voyez, on comprend bien que finalement, la peur de l'agression non sexuelle, c'est-à-dire se prendre un coup de poing ou quoi que ce soit, on peut la redouter parce que des fois, on a des bagarres qui éclatent à cause des situations d'affluence. Toutefois, de ce qu'on voit émerger avec les données à notre disposition, c'est que ces types d'atteintes-là, la peur de se faire agresser, non sexuellement, mais physiquement, physiquement, ça va plutôt avoir lieu dans des contextes plutôt d'isolement où on sait qu'il va y avoir peu d'usagers qui vont être capables de réagir pour vous venir en aide. Est-ce que les médias, finalement, ne sont pas une partie de la cause de l'anxiété des jeunes usagers? Parce qu'on en parle beaucoup et qu'on parle souvent des choses, des agressions et des drames. Alors, c'est très difficile à évaluer. Peut-être si, mais encore une fois, avec un système de filtrage qu'il faut prendre en considération. On a des sociologues qui avaient travaillé là-dessus, notamment Hugues Lagrange à une époque, et qui avaient montré que finalement, les personnes qui étaient les plus inquiètes à exposition égale aux faits médiatiques étaient celles dont les faits médiatiques résonnaient avec des expériences personnelles. Alors, pas forcément une victimation vécue, mais des victimations de proches, d'histoires qui ont été rapportées. D'accord. En 2017, 5,9% des Franciliens déclarent avoir subi un vol ou une agression dans les transports en commun au cours des 3 dernières années qui précédaient l'enquête que vous avez menée, alors que 38,1% d'entre eux déclarent avoir peur, au moins de temps à autre, de subir un vol ou une agression dans les transports en commun. Quels sont les départements, finalement, où l'usager est le plus en situation d'anxiété et pour quelles raisons? Alors, déjà pour commencer, vous voyez, on voit bien que le sentiment d'insécurité n'est pas un simple décalque des victimations. On a beaucoup plus de peur que de faits. Bon. Alors, les départements dans lesquels la peur est la plus importante, en grande partie, ce sont les départements de grande banlieue. D'accord. Voilà. Alors ça peut surprendre, même des fois, avant la Seine-Saint-Denis, par exemple, auquel on aurait pu penser. 93, donc. Voilà. Ouais. Mais en réalité, ça se... 77. Alors, le 95, le 77... Alors après, ça a varié depuis 2001. Le 78, moins. Ouais. Voilà. Mais... et puis, il faudrait regarder les autres. Mais en tout cas, le 95, le 77, oui, en très grande majorité. Et alors, comment ça s'explique? En fait, d'une manière assez simple, c'est que les personnes qui habitent en grande banlieue et qui utilisent les transports en commun, les utilisent déjà sur des temps de trajet qui sont beaucoup plus longs que les autres, mais aussi, et on l'a déjà un peu évoqué, dans des contextes qui sont jugés plus anxiogènes. On arrive en bout de ligne, il n'y a plus personne dans le transport, à la sortie de la gare. On arrive généralement en bout de ligne en hiver, il fait nuit. Ouais, voilà. Tout à fait. Vous voyez, et c'est ce type de... Et donc, ça nous permet aussi de comprendre quels sont les facteurs de ce sentiment d'insécurité, qui ne sont pas seulement liés, et d'ailleurs largement pas uniquement liés aux atteintes, c'est-à-dire aux agressions et aux vols, mais aussi à un certain nombre de contextes qui sont considérés comme étant anxiogènes. Alors, en préambule de cette émission, on parlait de l'âge et du sexe qui impactent. Les femmes et les 15-24 ans sont plus sujets à avoir peur que les hommes et les 60 ans et plus. Oui, c'est vrai. Alors, déjà, première remarque, les femmes
et les jeunes sont les principaux utilisateurs des transports en commun. Ouais, d'accord. Donc vous voyez, là, il y a quand même un petit lien à faire. Pour les jeunes, ça s'explique d'une manière, justement, de celle-là, c'est que pour les jeunes, souvent, les transports en commun sont le seul mode de locomotion. En tout cas, pour les 18-25 ans, on n'a pas toujours déjà le permis de conduire et pas toujours non plus de véhicule personnel. Donc du coup, si on veut se déplacer, on utilise les transports. Et on utilise les transports également, comme encore une fois, dans des contextes qui sont jugés les plus anxiogènes, la nuit pour sortir, le soir, on rentre tard durant la nuit, etc. On utilise les noctiliens, on n'a pas encore parlé, mais qui sont quand même des bus un peu spécifiques et qui sont souvent considérés comme anxiogènes, etc. Ceux qui tournent la nuit. Voilà, c'est ceux qui tournent la nuit. Donc voilà la principale raison pour laquelle les jeunes sont plus inquiets que les autres, sans compter du fait qu'ils sont aussi plus victimes. Et pour les femmes, eh bien pour les femmes, là, encore une fois, ça déborde largement le contexte des transports en commun, puisque à chaque fois qu'on mène des enquêtes sur le sentiment d'insécurité, les femmes rapportent toujours un niveau de peur plus important que les hommes. D'accord. Voilà. Et notamment via la peur de l'agression sexuelle. Bien sûr. Voilà. Donc si on est une femme et jeune, on est très très anxieuse. Aujourd'hui, les usagers sont souvent casques sur les oreilles, yeux rivés sur leur portable, plus rarement, hélas, sur un livre ou un journal, mais c'est encore un petit peu le cas. Est-ce que cette bulle qu'on se crée n'aide pas à se sentir finalement plus invisible aux yeux de probables agresseurs ? Alors, moi, j'avais essayé d'utiliser une phrase qui résumait un petit peu le comportement dans les transports en commun. La logique générale, c'est voir sans être vu. D'accord. Et alors, ça veut dire quoi, voir sans être vu ? Ça veut dire, d'une part, qu'on est très attentif à ce qui se passe. L'objectif, c'est de surtout pas se faire surprendre. C'est-à-dire, par exemple, on est sur un quai, il est assez tard, il n'y a pas beaucoup de monde. Il va s'agir de bien choisir la rame dans laquelle on va monter. Donc, si on voit un type un peu bourré au bout de la ligne, on va faire en sorte de ne pas monter dans la rame dans laquelle cet homme-là va monter. D'accord. Vous voyez, voilà. Donc, mais pour ça, il faut l'avoir repéré, cet homme-là. Bon. Et la deuxième logique, c'est de se faire le plus discret possible pour ne pas être repéré par les agresseurs potentiels. D'accord. Voilà. Seulement, ces nouvelles technologies, ces téléphones portables, ces tablettes, ça peut attirer l'agresseur. Tout à fait. Alors là, vous avez un ensemble des comportements, et j'ai essayé de le montrer un petit peu dans le livre, j'ai tout un chapitre sur les comportements de précaution adoptés. Et là, il y a vraiment des stratégies comportementales qui sont très complexes et qui consistent alors à sortir le téléphone à partir du moment où le téléphone a un minimum de valeur. Quand on considère que notre téléphone ne vaut pas grand-chose, on peut se permettre de le sortir un peu n'importe quand. Mais dès qu'on a un téléphone dont on sait qu'il a une valeur matérielle, alors là, il va y avoir des stratégies qui vont se mettre en place. On considère que là, à un moment donné dans le transport, c'est un contexte plutôt sûr, on va pouvoir se permettre de le sortir, mais on va le re-rentrer à un moment. Ouais, voilà, un autre moment. C'est rigolo. Est-ce que le développement des nouvelles technologies, comme la vidéosurveillance entre autres, aide à la diminution des agressions et à diminuer finalement les inquiétudes ? Alors là encore, il faudrait faire des évaluations très précises sur l'influence des vidéoprotections sur les agressions. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de caméras dans le métro, dans les RER. Le quadrillage, en tout cas, dans les couloirs de métro, est très serré. De la vidéoprotection. Et ça joue sur le moral de l'utilisateur ? Alors, c'est très intéressant. On a deux choses. D'une part, quand on demande aux franciliens, en l'occurrence dans le cadre de l'enquête victimation et sentiment d'insécurité, s'ils se sentent rassurés à l'idée qu'il y ait des caméras vidéoprotection, ils vont nous répondre en majorité oui. Mais lorsque on va chercher plus profondément, on voit bien un effet qui finalement est beaucoup plus nuancé que celui-là, parce qu'en fait, le discours consiste à dire les caméras, c'est très bien, mais entre le moment où je vais me faire agresser et le moment où quelqu'un va intervenir, eh bien, j'aurai eu le temps de me faire agresser 3 fois. C'est sûr. Voilà. Vraiment, on pourra plus facilement retrouver le coupable. Est-ce que, à votre avis, je ne sais pas si c'est développé à ce niveau-là dans votre livre, les nouvelles technologies qui arrivent, quelles seront-elles ? Est-ce que la reconnaissance faciale est prévue et est-ce que ça va faire avancer le schmilblick ? La reconnaissance faciale, on la voit déjà émerger.
Oui, hein, mais pas dans les transports en commun encore. Alors, à ma connaissance, non, pas encore dans les transports en commun. Le cas en vue des JO de 2024, j'imagine. Alors, c'est possible. Il faut que je me renseigne là-dessus parce que j'en sais rien. Pensez-vous que ça peut avoir un impact aussi? J'en sais rien. D'accord. Ce sera très... Sur le sentiment d'insécurité, c'est pas sûr du tout. D'accord. Hein, parce que, encore une fois, qu'est-ce qui rassure le plus les individus? C'est la présence humaine. Hein, quand on demande aux enquêtés ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient améliorer comme dispositif pour pouvoir renforcer le sentiment de sécurité, ce sont les dispositifs humains qui arrivent en tête de liste. D'accord. L'Observatoire scientifique du crime et de la justice travaille avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme et l'Observatoire national de la délinquance dans les transports à la réalisation d'une enquête sur le sentiment d'insécurité dans les transports en commun franciliens. Cette enquête qui devra permettre d'identifier avec précision les espaces anxiogènes et apporter des informations sur les divers aspects de l'insécurité personnelle. Est-ce que vous pensez véritablement que cette enquête va faire progresser la sécurité dans les transports ? Alors, dans un premier temps, en tout cas, je suis convaincu du fait qu'elle va permettre de mieux comprendre l'insécurité personnelle dans les transports en commun. Oui, et pour deux choses. D'une part, parce que c'est une enquête qui est focalisée sur le sentiment d'insécurité, donc on a un certain nombre de questions qui vont nous permettre de comprendre ces mécanismes. Et l'autre aspect, et que vous venez de citer, c'est la capacité de cette enquête à identifier les espaces anxiogènes. Et quand on parle d'identification des espaces anxiogènes, on va jusqu'au niveau de la station. D'accord. Et donc, ça pourrait effectivement être un outil très intéressant pour les pouvoirs publics et pour les sociétés de transport, parce que ça pourrait être un outil prédictif des peurs en fonction de la temporalité, de l'aspect spatial, et donc de permettre d'orienter notamment l'action des forces de l'ordre en fonction de ces éléments. Pour terminer, Julien Noble, dégradation et délit ne sont-ils pas finalement tout simplement liés à une perte de civilité et d'éducation ? Là encore, c'est difficile de répondre à ça. Est-ce que ça ne peut pas non plus être lié à un désinvestissement, notamment du personnel des transports, de ces espaces de transport? Vous voyez, c'est intéressant. Moi, c'est ce que je constate, en tout cas en travaillant sur ce thème, c'est qu'on a commencé à s'intéresser aux questions de sentiment d'insécurité dans les transports en commun à partir du moment où les sociétés de transport ont commencé pour faire des économies, mais à retirer du personnel des espaces de transport. Et, même une génération, moi j'ai pas connu, les guichetiers notamment sur les poinçonneurs, etc. Pas que celui des lilas. Merci beaucoup Julien Noble. Je rappelle votre livre « Comprendre l'insécurité personnelle, le sentiment d'insécurité des jeunes dans les transports franciliens ». C'est disponible chez RMS Éditions et ça ne vaut que 12 €. Profitez-en. En plus de ça, on peut le lire dans les transports en commun. Donc ça évitera de regarder ce qui se passe autour. Voilà, merci beaucoup. Ce Security Book vous a été proposé par Agora News Sécurité, produit et réalisé par sa Dream Team. À très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous.